Je vous salue du lieu où vous êtes et je suis très heureux de vous retrouver pour ce moment encore intéressant dans notre agora, c'est-à-dire le couloir du sens critique et de la pensée critique. Chez nous, nous essayons d'exercer ou de développer l'art de la remise en question. Nous essayons de solliciter la pensée critique. Et si vous aimez cela, vous êtes au bon endroit. Nous sommes ravis que vous soyez des nôtres. Et puis, nous vous invitons d'ailleurs à partager ce que nous faisons dans vos réseaux si vous le voulez. Et parce que notre monde, notre existence doit être sujet à questionnement. Parce que lorsque nous cessons de nous questionner, lorsque nous cessons de nous remettre en question, nous sommes probablement sclérosés dans des formes de conservatisme, dans des formes de certitude qui créent nombre d'extrémismes liés à certains déterminismes qui n'en devraient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, nous allons parler de l'identité, qui est le domaine par excellence de la connaissance générale, de la connaissance de la foule, c'est-à-dire que chacun a quelque chose à y dire, bien évidemment. Et c'est justement parce que chacun a quelque chose à dire au sujet de l'identité, parce que c'est quelque chose qui est inhérent à nous-mêmes, à notre existence d'être humain, qu'il est nécessaire de chaque fois l'interroger, de chaque fois le questionner. Parce que parfois, nous considérons les choses comme définitivement acquises, comme les choses comme définitivement acquises justement, alors que comme le sujet que nous évoquons aujourd'hui, qui est celle de l'identité, tout est en perpétuel mouvement. C'est ça le dynamisme même de la vie. C'est de là que découle aussi le dynamisme de la pensée. On peut se dire que la quête identitaire, c'est un besoin d'exister, un besoin d'être soi-même. C'est peut-être l'idée d'être soi pour mieux être aux autres. Parfois, on nous contraint à des choix définitifs. Parfois, on nous contraint à des clivages qui ne participent pas forcément à notre mieux-être ou à notre épanouissement. Parfois, on nous fait croire que nous ne pouvons pas être une chose et l'autre à la fois. On nous fait croire qu'on ne peut pas être d'ici et d'ailleurs, alors que ce n'est pas si sûr. La permanence de l'identité de ce que nous sommes n'empêche pas la possibilité qu'elle prenne la couleur ou la forme des vases qui peuvent la contenir. Nous sommes tous dans ce double mouvement de la singularité, mais aussi de la pluralité. C'est-à-dire que chaque fois, il est tout à fait normal que nous ayons cette tendance à nous replier, à nous déterminer par rapport à un groupe, mais cela n'empêche que en nous aussi gît le désir de participer à l'univers. Ce soir, nous serons en compagnie de la Reine Blanche, une invitée de prédilection. En fait, tout simplement parce que j'aime discuter avec elle. Elle s'appelle la Reine Blanche parce que c'est la reine des Bangantés, parce qu'elle a épousé le roi des Bangantés. Nous allons donc faire le voyage au fin fond du village, à Banganté. Nous ne serons pas au centre de la ville de Banganté parce qu'elle vit à 25 km de la ville, assez loin, au bord du fleuve Noun. C'est là où nous nous rendons ce soir avec vous pour parler avec elle. Au-delà de la couleur, j'ai titré aujourd'hui au-delà de la couleur, parce qu'elle, elle est blanche, je suis noir, et vous aussi, vous êtes de diverses couleurs, j'imagine. Et est-ce que nous ne sommes pas avant tout des êtres humains? Qu'est-ce que l'identité? Comment questionne-t-on l'identité? En tout cas, avec votre aide, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. On va converser avec elle. Une fois de plus, je salue ceux qui nous regardent lorsque nous ne sommes plus là, sous forme de vidéo. Si ça vous intéresse, tant mieux. Et pensez aussi à partager autour de vous pour que ce que nous essayons de faire soit peut-être plus connu ou bien surtout plus partagé, justement. Parce que, dit-on souvent,
quand il y en a pour un, il y en a probablement pour deux. Je m'en vais donc à Banganté, au fin fond du village, au bord du fleuve Noun, retrouver une Tuchen, ma reine blanche. Bienvenue à vous, restez surtout là. On va essayer d'avoir notre invité en ligne. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'essaye à l'instant même de rejoindre, comme je vous l'ai dit. Alors Freddy, si tu me regardes, il faut envoyer une invitation. Je suis donc en route pour rencontrer la Reine Blanche par la magie de la technique que j'espère voir dans quelques instants. Voilà, je pense que c'est pas mal. Encore deux petites minutes. Alors, nous sommes donc en ligne avec elle. Tu m'entends bien, toi? Oui, je t'entends, mais il y a Est-ce que des tu m'entends? coupures. Il y a des coupures et par moments, ça Bon, on va s'arrête un faire peu. avec, mais c'est déjà pas mal que je... D'accord, je fais... Maintenant, peut-être ce sera mieux, parce qu'il y avait un son qui était fort. Comment ça va chez toi? C'est au fur et à mesure qu'on va voir. Oui, on va voir au fur et à mesure si tout se passe bien. Mais je demandais comment ça va. Non, ça va, ça va. Je suis un peu fatiguée parce qu'il y a beaucoup de travaux au champ, mais ça va bien. C'est la saison où tu nettoies le champ, c'est ça? Du désherbage et du c'est le désherbage et le butage. Ouais, bon, Le butage. D'accord.
Oui, buter, c'est mettre, Alors, augmenter la terre beaucoup de sous le pied gens, des ceux qui plantes. nous... Comment? D'accord, très bien. En tout cas, je suis très Oui, ravi que tu puisses être là ce soir, malgré la fatigue. On ne sera pas très long. On va faire un programme court. Et j'ai intitulé cet oui, entretien Au-delà de la couleur. C'est-à-dire que c'est dans la série de mes questionnements. Tu sais que j'ai fait un livre qui s'appelle Média Intégration, où j'essaye de questionner aussi ce sujet, cette préoccupation identitaire pour des personnes qui sont immigrées ou plus sont en recherche de repères ou j'en sais rien. En tout cas, et cela me donne l'occasion d'avoir de très belles discussions avec des personnes différentes. Hier soir encore, j'avais une conférence musicale avec des personnes venues d'horizons divers, avec qui nous avons eu très très bel échange. J'apprends de nouvelles choses. Et lundi, demain soir, j'aurai encore un temps, une soirée de musique que j'appelle livre musique, comme live music. Donc, on va faire de la musique, mais on va discuter aussi, on va partager comment les gens se pensent sur le plan identitaire. Donc, il est mon grand plaisir de me retrouver aujourd'hui avec toi au fin fond du village, au bord du Noun, pour évoquer la même question que ici, j'ai il y a évoquée des hier à coupures, Paris hein. avec d'autres personnes. On va se débrouiller, on va faire avec. C'est pas grave, on va se débrouiller comme on peut. D'accord. Je Je n'entends pas t'écoute. tout ce que tu dis. Il y a des coupures. Tu n'entends pas tout ce que je Je dis parce dis, que la je connexion ne n'entends, doit il pas y a être de des très bonne coupures, qualité. donc je Mais en n'entends tout pas cas, tout ce j'espère. que tu dis. D'accord, ben, je vais me répéter tant que possible et on va essayer. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que je suis content de pouvoir discuter de cette préoccupation sur les questions d'identité, de construction personnelle aussi, de retrouver toi qui es dans un autre univers par rapport à ceux avec qui j'ai discuté hier, parce que tu es quand même en Oui. Afrique, au fin fond du village, et c'est intéressant d'avoir cette discussion avec toi. Ça ne marche toujours C'est pas? ma dernière petite fille qui apparaît sur l'écran, Comment elle s'appelle? Sophie-Anne. Sophie-Anne. Ben, Sofiane, tu peux nous dire bonjour. Bonsoir Nathalie, qui est endeuillée, qui a perdu sa mère et qui en souhaite beaucoup de courage, en tout cas. Comment tu t'appelles, Sofiane? C'est Sofiane, elle s'appelle, tu dis? Oui, Sophie-Anne. Ah, Sophie-Anne. Elle est où? Elle se cache. Sofiane, viens me dire bonsoir. Sofiane, Andugue. Hein? Bonsoir. Andugue dia. Tu shunge mo chidun chub laga. Nga nung ju ka chup kwa mo po. Chup mo chup a mo Abe chup mo ya. chub mo bo, hein? Bwinda la a mo chup ya. Bwinda la. Sofiane. Bwinda. Wong kwa tusagi. Ah, d'accord. Tu mo chup ya. Donc, abe jo que chub mo bo. Afitsa. Afite. Ah, merci Sophie. Abo. Abo. Alors, on va aller directement au cœur de notre sujet, Oui. parce que comme la connexion est un peu compliquée, lorsque nous préparons cette rencontre, on était en train de se demander si il est possible véritablement de résumer ou d'identifier quelqu'un juste à partir de la couleur de sa peau, de son apparence externe. Bah, non, c'est impossible. Cette question que tu me poses, n'importe qui peut y répondre. Bon, il est vrai qu'il y a des personnes qui s'arrêtent à ça, mais c'est impossible de définir une personne à partir de la couleur de sa peau. Ça n'a aucun sens. Nous avons d'autres moyens de percevoir les autres, pas juste. Et puis même dans le regard, quand tu regardes quelqu'un, tu vois d'abord ses yeux. C'est vrai que d'autres personnes vont d'abord voir l'habillement, voir la couleur de la peau. Bon, mais ces personnes-là sont dans le faux.
Une personne, on ne En connaît. fait, oui. Non, je dis, on ne peut connaître une personne qu'à travers ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, pas à travers son apparence. C'est vrai que l'apparence nous montre quelque chose, mais euh, on ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un simplement parce qu'on l'a vu. En Donc, effet, pour une personne comme... Oui. non, je dis, donc, enfin, c'est impossible que ce soit la couleur de peau qui détermine. C'est vrai que ça existe. À partir du moment où quelqu'un voit un noir ou un noir voit un blanc, il peut y avoir une répulsion même. Mais l'être humain a tellement de facettes, tellement ça ne peut pas se résumer à la couleur de la peau. Bon, je prends souvent l'exemple de moi où souvent on me dit, comme je parle le banantais, on me dit quand on m'entend parler, on ne voit plus la couleur de la peau. Donc ça veut dire que nous avons des moyens de percevoir l'autre qui ne reste pas à l'apparence physique. C'est absolument intéressant ce que tu dis, mais ce que je constate paradoxalement, c'est que quand on te l'entend dire, ça semble si facile, ça semble si évident, et pourtant, nous vivons dans un monde qui constamment catégorise. C'est-à-dire que c'est cette apparence, ce qu'on dit phénotypique, c'est cette apparence externe qu'on considère en premier. Ou alors, dans des contextes de pays, d'un pays, c'est à l'accent. C'est-à-dire que c'est ces premières choses qu'on utilise généralement pour catégoriser et même parfois pour organiser la société. On ne Oui. peut, quand tu dis on ne peut pas s'arrêter à cela, mais je remarque quand même que le monde s'organise, en fait, généralement dans la société, on organise les choses à partir de cette apparence, de la couleur, Parce par que exemple, de la peau, si on prend l'exemple de la couleur. l'apparence montre de là où tu viens et qu'il y a tout un contexte historique qui fait que ton apparence indiquant ton origine, on te catégorise à partir de cette apparence, mais il y a tout un passé historique qui entre en compte. Et puis, si par exemple, tu as une mauvaise expérience avec quelqu'un qui a telle couleur, tu auras peut-être automatiquement envie d'étendre ce défaut ou cette qualité à l'ensemble des gens qui ont la même apparence. Quand moi je suis arrivée Mhm. au Cameroun, j'avais les cheveux très noirs et, et bon, je faisais plutôt penser à quelqu'un de type méditerranéen. Et D'accord? il y avait beaucoup de Hollandais, il y avait beaucoup de Hollandais et beaucoup donc et comme je suis d'un abord facile et que je parlais avec tout le monde et tout, mais souvent on me disait mais vous êtes sûre que vous êtes française? Et je dis oui, je suis française. Mais on me dit vous n'êtes pas du tout comme les Français. Donc tu vois qu'on peut mettre les Français dans une catégorie. Et ces gens étaient des Hollandais et ils ne pensaient pas beaucoup de bien des Français. Mais en vivant avec moi, ils me prenaient autrement parce que j'avais une autre façon de faire. Tu vois, la Donc, catégorie ces gens, dans lesquelles on met quelqu'un, oui, c'est pas forcément la couleur de la peau. C'est toujours par rapport. C'est surtout notre façon d'être qui fait que. Alors, évidemment, au premier abord, on peut rejeter quelqu'un parce que la couleur de la peau n'est pas ce qu'on veut. Mais
Bon, je pense par exemple aux Chinois. Nous avons reçu dernièrement des Oui, Chinois. Bon, quand ils sont arrivés, moi, je les ai accueillis, j'étais contente. J'ai dit, c'est la première fois que je reçois des Chinois ici. Bon, il se trouve qu'ils venaient faire des études pour oui, un barrage. Je t'avais tenu au courant. Mais tout ce que j'ai oui, entendu sur les Chinois, c'est incroyable. Oui, méfie-toi des Chinois, ils sont comme ça, ils sont. Or que chaque individu est particulier. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, la, la couleur de la peau n'est pas que la couleur noire ou blanche. Il y a les types aussi. oui, Dans les couleurs blanches, par exemple en Afrique, tous les Arabes, on parle des blancs. Mais en Europe, les gens qui sont de type arabe, ils sont rejetés de la même façon pour beaucoup. Sauf peut-être ceux qui sont très riches. Donc, tu vois, il y a d'autres critères. Dans l'apparence, il y a autre chose. Et je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai compris quand j'entends parler des gens qui sont contre les migrations et tout ça, c'est pas forcément à cause de la couleur de la peau, mais à cause de certains comportements et aussi la peur de partager avec des gens qui, d'après eux, devraient rester chez eux. Donc, la couleur de la peau, je crois, est vraiment très secondaire. De toute façon, quelque individu que ce soit, c'est son comportement qui comptera. C'est nous le, qui créons notre façon d'être dans l'univers et les gens le perçoivent comme nous l'exprimons. Donc, le fait de se faire accepter dépend beaucoup du comportement, pas forcément de la couleur de la peau. Je me souviens quand Rudolf est parti en France, bon, il avait grandi ici au Noun, il ne connaissait rien de la société française. Et quand il est parti, j'ai dit, la vie est tellement différente que je ne sais pas par où commencer pour te donner des conseils. Alors moi, ce que je peux te dire, c'est quand tu arrives quelque part, tu regardes comment font les gens et tu fais la même chose. Là, tu coules. Enfin, la vie, c'est cool. Il y a le courant passe. Sois ouvert vers les autres. Ne parle pas, ne t'impose pas. Aie soif des autres. Et quand tu les connaîtras, après, il peut y avoir échange, il peut y avoir partage. Mais quand tu vas dans un pays étranger, apprends des autres d'abord. Moi, je pense que la couleur de la peau est très secondaire. D'abord par ma propre expérience, où je t'ai dit, comme je parle le banganté, et quand tu parles couramment une langue, c'est quand même un critère d'intégration. Ça veut dire que tu as voulu t'intégrer. Et hmm, quand tu vas vers les autres, je crois qu'on t'accepte. C'est quand tu t'affirmes en opposition aux autres et que tu dis je reste comme je suis. Mais il n'y a rien qui est figé dans la vie, rien. La seule chose sûre que nous avons dans cet univers, c'est que tout change à chaque instant. Au moment où je te parle, je peux m'affaler, tomber et mourir. Et c'est fini comme ça. Il n'y a rien de certain, il n'y a rien de sûr. Donc, euh, non, et tout est possible à chaque moment. On dit que dans la vie, à côté du bien, chemine le mauvais. À côté du beau, chemine le laid. À côté de l'angoisse, chemine la joie. Tout dans la vie est, est là avec son contraire, juste à côté. Et il suffit que que nous choisissions ce que nous voulons vivre. Et nous le vivons, et ça se passe comme nous voulons. Mais il faut être à l'écoute, il faut être humble. Mais il y a voulu aussi.
Sois humble, reste simple et ton corps te mettra au niveau des grands. Donc, c'est le comportement avant tout qui fait que nous créons des relations avec les autres et que le courant passe. La couleur de la peau est absolument secondaire. Si on pense qu'on est... Moi, il y a quelqu'un, d'abord, je discutais avec quelqu'un et puis il me raconte je ne sais pas quoi sur la France et j'ai dit non, 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 c'est pas ça. De toute façon, ce n'est pas à moi que tu peux raconter des histoires. Je suis française. Et il commence à rire et il dit toi, tu es française, Dieu s'est seulement trompé de peau. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que ma peau n'a aucune importance. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Tu as compris ce que j'ai dit? Tout à fait, j'ai compris. Non, non, j'entends tout, hein. J'écoute, c'est très intéressant, en fait, en tout cas. Ce que tu dis est généralement est toujours intéressant, mais quand je suis pas d'accord, je le dis, hein, mais Oui, oui. j'écoute, hein. Mhm. Mais quelle est la distance entre cette possibilité et cette soumission, comme tu viens de très bien le dire, que Ce j'ai n'est pas compris une là, soumission. c'est-à-dire Ce que n'est si tu pas... lis, Non, non, ce n'est pas une soumission. voilà, c'est ce que je voulais comprendre. Non, non, Quelle est c'est la pas du tout une nuance soumission. entre cette capacité à l'humilité et de devenir quelqu'un qui subit? Non, c'est pas, tu ne subis rien. Tu restes en toi-même tel que tu es, mais tu es à l'écoute des autres. Oui. Tu ne cherches pas à dire ouais, non, moi, chez moi, on fait comme ça. Non, tu peux parler de chez toi et discuter quand tu connais très bien, Mhm. les personnes avec qui tu vis. Donc déjà, vous formez une famille. Mais tu ne peux pas entrer chez Mhm. quelqu'un. Ça, c'est ce que font les coopérants en général. Tu arrives et tu dis, Oui. c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Oui, c'est pas ça. Quand tu arrives chez quelqu'un, si tu veux l'aider, tu lui demandes qu'est-ce que je peux faire pour toi. Ce n'est pas du tout une soumission. Je ne sais pas si tu vois bien la différence. Tout à Ça n'a fait. rien Non, à non, je voir vois, avec la je suis en soumission. train de comprendre et je crois que les amis en ligne aussi comprennent. Oui. De toute façon, s'ils ont des questions, ils peuvent les poser. S'ils n'ont pas bien compris, vous avez compris, hein, chez nous, c'est très interactif. N'hésitez pas à écrire vos questions si vous en avez. Oui, c'est ça, c'est que, euh, notamment, nous savons que les personnes noires, justement, cultivent un complexe qui peut être lié justement aussi à leur couleur. C'est-à-dire que ceux contre... En fait, ils subissent une forme de violence symbolique. Qu'est-ce que je veux dire? Tout simplement que euh, parfois, on se complaît dans une situation victimaire, même s'il est vrai que souvent, le noir dans un contexte occidental est parfois un peu et parfois mis à mal, en tout cas, et parfois en difficulté. Mais souvent, on peut aussi, au nom de l'effacement, avoir tendance à disparaître complètement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comment rester Non, acteur? mais non, Comment mais rester non, mais c'est pas, présent? il faut absolument pas s'effacer. Ce que je veux dire, c'est que si le noir a un complexe par rapport à sa peau, c'est son problème, il faut qu'il change. Tu ne peux pas avoir un complexe par rapport à la peau que la création t'a donnée. Ça n'a aucun Il faut qu'il sens. change de Tu peau. Il faut t'acceptes qu'il change de d'abord tel peau. que tu es Il faut qu'il fier change de d'être ce peau. que tu es. Comment? Mais non, il ne faut pas changer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je Je n'ai te pas laisse dit qu'il faut commencer. changer. Mais c'était une boutade, mais qui a un Bon, sens parce quand que, même. C'était une regarde, boutade, mais qui a un sens. J'ai dit, non, est-ce qu'il faut qu'il change de peau? Oui, regarde par exemple, oui, euh, la d'accord. grande discrimination qu'il y a en ce moment en Europe, c'est contre les Arabes. Hein? C'est surtout contre les Arabes. Bon, les Noirs aussi, parce qu'ils traversent la Méditerranée, ils font tout ça.
Mais les Arabes qui sont en France, il y a vraiment un rejet. Mais si c'est l'émir de je ne sais pas où qui arrive avec toute sa cour et qui s'installe dans un grand hôtel à Nice, et là on lui fait des courbettes. Donc, tu vois, c'est pas la couleur de la peau. C'est autre chose qui détermine la sexe. C'est tout un contexte. En fait, tu veux par là me dire, est-ce que je peux donc comprendre, grâce à ton raisonnement, que ce n'est pas que pour faire la rime avec le mot contexte que tu viens de dire, là, de sortir. En fait, c'est un prétexte. Est-ce qu'on peut dire que c'est un prétexte pour rejeter? C'est un prétexte pour haïr? C'est un prétexte, en fait, et ça peut être même sur le plan ethnique, tribal, la couleur, ça dit que ça devient un prétexte pour mettre l'autre à l'écart. En fait, ce n'est pas, tu veux me dire que fondamentalement, ce qui dérange les personnes qui clivent, c'est pas tant notre différence, c'est juste le projet hégémonique, le désir de ne pas partager, le désir d'exclure. Ce n'est pas vraiment notre apparence ou notre appartenance tribale qui pose problème, c'est ça? C'est l'égoïsme, l'égocentrisme, tout ça. Et alors, la couleur de la peau est ce qu'on voit en premier. C'est pour ça qu'on s'arrête sur la couleur de la peau. Parce que c'est facile. Imagine, quand le roi d'Arabie, enfin, disons même pas le roi, mais quelqu'un du Qatar ou comme ça qui arrive. Un prince qui a beaucoup d'argent. Comment? Je vais dire n'importe quel prince qui a beaucoup d'argent. Qui a beaucoup d'argent. Bon, je prends cet exemple parce que tous ces princes arabes, les gens sont couchés devant. Or que dans le même temps, oui, les pauvres sont rejetés. Donc, c'est autre chose. Donc, je n'ai pas d'exemple de... Bon, mais regarde Mobutu. Tous les présidents de tous les pays couraient après Mobutu. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'argent. Bokassa. Bokassa, ils l'ont fait, ils étaient contents que son empereur. Voilà, Bokassa, Mobutu, tout ça. Voilà. Donc, c'est autre chose, c'est pas la couleur de la peau. La couleur de la peau, c'est ce que tu vois immédiatement. Et si en plus, tu n'es pas imposant ou si donc on te rejette, ouais. Surtout si on a eu vent d'histoires ou comme quoi les Noirs sont des sauvages ou qui sont en retard, qui n'arrivent pas à s'adapter. Il y a beaucoup de préjugés qui sont installés sur ça. Mais donc la couleur de la peau n'est juste que le prétexte pour prendre une décision immédiate sans faire d'effort. Regarde, on avait fait un forum ensemble, on était à Banganté, et je crois c'était là, oui, il y avait un commentaire, quelqu'un qui disait que c'est parce que j'avais la peau blanche que maintenant, tu sais, il parlait que c'est vraiment pathétique que vous veniez parler des traditions à une blanche, donc vous ne pourrez jamais vous débarrasser de cette vision supérieure du blanc. Bon, ça aussi, c'est une forme de ségrégation. Et tu vois que cette personne s'en est tenue à la couleur de ma peau. Oui. C'est drôle. Non. Va. C'est drôle. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça le sophisme héréditaire. C'est ce qu'on appelle le sophisme, le sophisme d'hérédité, c'est-à-dire que génétique, pardon, un sophisme génétique. L'idée selon laquelle on ne juge pas quelqu'un d'après une personne d'après ce qu'elle dit ou d'après son raisonnement, mais d'après ce que la personne représente ou bien ce que l'origine de la personne. Donc, en fait, lui, il te disqualifiait pour pouvoir... C'est assez drôle parce que pendant que je préparais cette émission, moi, j'ai une personne qui m'a dit, vraiment, j'ai soif
d'apprendre la tradition auprès de la Reine Blanche. En même temps, il y a une autre personne, et ça veut dire que pour cette personne, elle ne s'arrête pas à la peau, elle dit, elle l'aimerait, toi, qui a été au cœur de la chefferie. Pour elle, elle est au cœur de la machine. Ce sont des personnes qui vivent, même quand elles vivent en Afrique, elles vivent dans les grandes villes, après elles vivent en Occident. Elle dit qu'elle a compris que, pas simplement, en fait, elle va au-delà de la couleur, justement. Elle dit parce que tu as vécu au cœur de la machine traditionnelle, elle estime qu'elle a besoin, c'est ça qu'elle a besoin de savoir de toi. Mm-hmm. Oui, donc c'est ça que je te dis, elle ne s'est pas arrêtée à la couleur de la peau. Elle a mon histoire en tête et elle se dit, il y a des gens même qui pensent que le chef m'a donné des pouvoirs ou des, tu vois, il y a tout un mystère autour de moi à cause de l'histoire que j'ai vécue, tu vois. Mais en attendant, c'est à cause de l'histoire. Le chef, il t'avait pas donné un totem? Il t'a pas donné un totem? Juste une parenthèse anecdotique. T'as pas de totem? Il t'a pas donné? Et tu crois que s'il me l'avait donné, je vais te le dire? S'il me l'a donné, tu crois que je vais te le dire là? Ben, pourquoi pas? En tout cas, et lorsque nous étions en train de préparer cet entretien, effectivement, en se questionnant sur la nécessité de prendre sa place, de prendre toute sa place, et je parlais notamment des expériences des jeunes filles noires immigrées. Je travaille en ce moment avec une jeune femme qui est en train de m'écouter certainement, Sierra Nevada, qui est cis, qui est absolument, c'est une jeune fille vraiment que je trouve assez, en fait, assez perspicace, assez intelligente tout simplement, qui est en train, qui fait un travail de remise en question, de questionnement, pour se comprendre, pour être elle-même. Et lorsque j'étais en train de regarder son exemple, comment elle est née en France, comment c'était pas facile à l'école, elle a dû se battre et souvent rejetée par les Noirs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elle m'explique comment les pires difficultés, les pires, en fait, peut-être pas les pires, mais en tout cas, des insultes qu'elle a souvent reçues, ce sont des Noirs qui subissent une forme de violence symbolique, qui sont les premiers à s'auto-flageller, à s'auto-détruire et à l'insulter parce qu'elle a une peau très noire. Et beaucoup lui recommandent de changer de couleur de peau, pas juste sur un plan fantasme, en fait, de l'idée, comme toi tu le disais, pas juste sur un plan théorique, de lui dire qu'elle devrait éclaircir sa peau. Mm-hmm. C'est de la folie, c'est n'importe quoi. Il faut s'accepter tel qu'on est. C'est une insulte à la création de dire il faut que je change. Reste toi-même. D'abord, les critères de la beauté, c'est quoi? Les critères de la beauté ne sont pas pareils à travers le monde. C'est bien la preuve qu'on doit accepter la différence. On doit aller au-delà des critères que les autres nous imposent. Ça n'a pas de sens. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup la peau très noire. Je trouve que c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Ça a de la personnalité. Tu aimes beaucoup la peau qui est très noire, c'est ça? Oui. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que personnellement, moi aussi, la peau ébène, j'appelle ça la peau ébène parce qu'elle est vraiment cirée. Et ce sont des gens, quand ils sourient, par exemple, ça éclaire tout le visage. Personnellement, je l'aime. J'espère d'ailleurs que je l'emmènerai à Syrah un jour chez toi. Moi, si elle est prête, on viendra ensemble. Comme ça, tu la verras. C'est vraiment la peau ébène. Elle est métissée d'ailleurs, cette brave jeune fille, parce qu'elle a une maman qui vient du Sénégal et son papa qui vient de Banganté d'ailleurs, chez nous. Et puis un peu de Yabassi. Mais elle est très, très typée, très, très, très noire. Et on a une amie en ligne qui veut que tu parles un peu de Banganté, dit qu'elle aime quand tu roules le Banganté. Toi, tu roules le Banganté, c'est ça? Amoureux roule à rouler. En tout cas, mình chọn đầu là nhị a tạo mình suy nghĩ đọc mi bầu Eben Charles, Eben Charles. Đọc mi bầu Eben Charles, je ne sais pas moi. Maralena Fondap, il est en ligne, il n'a qu'à donner lui-même. Hein.
Alors, en même temps, je vais lire ce que nous écrit Christiane. Oh, attention. Ah, que quoi? Ne bouge pas. Oui, j'ai eu un petit souci là. Je te lis la question de Christiane Ouais. qui dit, sur cette question de l'identité, au-delà de la couleur de peau, je vais plutôt basculer sur les pratiques qui s'exercent en pays bamileke. Dans la tradition, attendez, parce que j'ai un peu de problème. Euh, ah oui, donc c'est une personne, Christiane, dans sa préoccupation sur le plan identitaire, c'est justement, c'est celle dont je parlais, c'est la question des traditions. Est-ce que, justement, au-delà de la couleur de la peau, ce qui est, si on peut dire ça, ce qui est déterminant, ce qui est une composante importante, ce ne sont pas, par exemple, ces pratiques-là qui forment un groupe, le fait de pratiquer la même chose. Est-ce que ce n'est pas cela qui participe à la composition identitaire, à la constitution d'un groupe? Euh, je ne sais pas quoi répondre. Donc, je vais répondre plutôt toujours selon mon cas personnel. Je me Oui. suis mariée. Tu m'entends? Je t'entends bien, moi je t'entends. Bon, donc je me suis mariée à la chefferie, à la chefferie Banganté, qui est le cœur de toutes les traditions Banganté. Eh bien, Oui. j'étais complètement intégrée. Euh, j'étais admise partout où les autres femmes étaient admises selon leur rang, hein, parce que n'importe qui n'a pas le rang de Mab ou de Njikam ou même de Mokokwa et Tsiang. Il y a 4 femmes qui ont un rôle dans la chefferie. Et puis les autres, c'est nous, quoi. On était en vrac. Bon, pour une fois, me parle Ah oui, tu faisais partie du vrac, moi, tu j'étais n'avais dans pas le un vrac. rang. Oui, moi, j'étais dans le vrac. Ah d'accord. Nous, il y a tokak. Pour une fois, Ah, bigumba toka. le cac, D'accord. Ah, ma vous c'est le panier qu'on emmène au champ et dedans il y a tout, quoi. Tu vois, donc moi D'accord. j'étais dans le vrac. Le tout venant. Ouais, Le je n'avais reste. aucun rang dans la chefferie. D'accord. Mais là où mes coépouses, celles qui étaient dans le vrac avec moi, partout où elles allaient, je pouvais entrer. Tout ce qu'elles faisaient, je pouvais le faire. Et on m'a totalement acceptée telle que je suis. Or, je n'ai jamais pratiqué une tradition. On n'a jamais exigé de moi que je pratique quoi que ce soit. Et j'étais complètement intégrée. Mais j'avais fait l'effort moi-même de d'essayer de comprendre à quoi servaient ces traditions, ce qu'elles signifiaient. Et moi, j'avais Oui. d'autres gestes pour l'exprimer. Oui. Et le pas que j'ai fait vers elles en comprenant ces traditions, en les acceptant, ne jamais les critiquer. Au contraire, quand tu les comprends, tu vois qu'elles ont réellement de la valeur. Mais moi, je ne les ai pas pratiquées parce que ce n'étaient pas des gestes naturels. Mais j'étais complètement intégrée, complètement. Et on n'a jamais rien Est-ce que... exigé que je fasse. D'accord. Justement, de ton expérience, est-ce que on peut dire, justement pour rassurer, peut-être rassurer, je ne sais pas, des personnes qui ont grandi dans d'autres environnements, je sais pas, en Occident ou dans la grande ville, qui ne connaissent pas les traditions, qui ne se sentent pas moins malheureux de n'être pas Banganté ou Bamileke ou bien Tika ou j'en sais rien, parce qu'ils ne pratiquent pas les traditions stricto sensu comme les autres le font. Est-ce est-ce qu'il faut absolument pratiquer la tradition, les coutumes pour se sentir d'un lieu? Non, mais pour moi, pratiquer une tradition sans
en connaître le sens profond, ça n'a aucun sens. Il faut que ça représente quelque chose. Or, pour moi, ces traditions, je les trouvais extraordinaires, mais je ne les ai pas pratiquées parce que je n'ai pas besoin du geste. Le geste, c'est bon, c'est pour ceux peut-être, oui, peut-être pour mieux se reconnaître dans un groupe, si on a les mêmes gestes, mais bon, les Français, par exemple, ils ont aussi des gestes qui sont communs à eux tous, mais tu peux quand même comprendre une différence. Alors, pour revenir aux traditions, il y a une chose, moi, que je pense qui est essentielle, c'est de parler la langue. Oui. C'est pas tellement les traditions, mais quand tu parles la langue, quand on te dit quelque chose, tu en connais le sens profond, tu le comprends. Et là, automatiquement, souvent, ça m'est revenu et les gens disaient, quand tu parles, on ne voit plus la couleur de ta peau. Tu vois, la langue est essentielle. D'accord. Alors, pour un noir qui vit en France, comme tout le monde parle français, tu vois, c'est pas, le français n'est pas une identité en lui-même. Si tu parlais un patois, par exemple, d'une région de France, là, tu serais beaucoup plus intégré dans le milieu où tu parles le patois. Mais le français lui-même, c'est une langue qui ne donne pas une identité. Mais quand je parle le bangantais, souvent on m'a dit, à partir du moment où tu parles, on ne voit plus la couleur de ta peau. D'accord. Et je crois que la langue est plus importante que la tradition. D'accord, c'est très intéressant. Moi, je crois que je consacrerai une émission spécifiquement sur la langue parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Parce que la langue est aussi le meilleur outil de domination. C'est-à-dire la colonisation aussi marchait parce qu'ils ont imposé une langue, une façon, parce que la langue entraîne aussi une façon de penser, des codes. Et effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire on ne peut pas dire clairement dans une autre langue, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Voilà. Et nous allons poursuivre. J'ai Julie Luy qui pose une question en ligne. Bonsoir Julie, bonsoir Roland Benella et tous les autres d'ailleurs. Je suis très heureux de vous savoir en ligne, Sarah Nankap et tous ceux qui partagent, tant mieux pour permettre que nous soyons aussi dans la co-construction de la connaissance. Hein. Nous partageons, c'est un partage, comme la Reine Blanche dit souvent. Et partager donc. Et en attendant, justement, je voudrais revenir à sa question. Tout à l'heure, quand tu parlais, j'ai ri parce que j'ai vu une de ces questions. D'ailleurs, je commence par celle qui est la plus facile, en fait, la plus simple. C'est elle demandait à quand ton prochain livre. J'en profite pour lui dire que je suis en train de travailler sur un projet de biographie de la Reine Blanche en ce moment. J'espère qu'on va arriver au bout. En tout cas, j'ai commencé et elle-même ne le sait pas. J'avance déjà pas mal. J'ai pas mal d'éléments. Et bon, je ferai le voyage au Cameroun très prochainement pour faire corriger par elle. En tout cas, je suis en train de travailler sur un projet biographique parce que justement, il y a cette Reine Blanche que généralement on connaît à travers l'anecdote, la Reine Blanche, la chefferie, mais on ne sait pas que c'est toute une trajectoire. Le livre, je crois, je l'intitulerais Histoire d'une vie parce que c'est toute une trajectoire qui commence depuis bien longtemps, depuis ses ancêtres. Il y a des choses pour bien comprendre, pour bien la cerner. En fait, quand j'ai compris un petit peu qui étaient ses ascendants et comment ils fonctionnaient, j'ai mieux. En fait, cela a été. Certains de ces choix me paraissaient presque une évidence. Et il y a une question de Julie qui me faisait rire, justement. C'est parce qu'elle a demandé, est-ce que tu envisages de venir t'installer définitivement en France? Je rigole rien qu'à écouter en attendant la réponse. Non, mais une fois une émission de la CRTV, enfin les journalistes de la CRTV, de l'émission Tam Tam Weekend. Tu connais cette émission? Oui. Tam Tam Weekend. Oui, je connais. Ils sont venus m'interviewer.
Et la journaliste me posait la question et disait, vous êtes française, vous êtes diplômée de l'université, vous pouviez vivre aisément en France, qu'est-ce que vous êtes venu faire au Cameroun? Et même pas dans une ville, mais en pleine brousse. Et j'ai dit que je vivais au Cameroun parce que c'est un pays de liberté. Alors, ça a été repris, c'est passé je ne sais pas combien de fois sur la TV, parce que c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on parle du Cameroun. Mais au Cameroun, je suis absolument libre. Je fais absolument, je vis comme je veux. Oui, oui, oui. Je fais ce que je veux. J'ennuie personne. Je me contente de vivre ma vie. Et voilà, je ne pourrais pas le faire en France. En France, je serais sans arrêt rappelée à l'ordre. C'est pas comme ça qu'on fait. Là, il faut un permis. Là, il faut. Voilà. Je construis la maison que je veux. Je fais l'élevage que je veux. Personne ne me demande rien. Je sais pas. Je peux pas rêver. Tu veux rêver faire en France, tu veux faire la fête, les voisins appellent la police. On ne met pas la musique fort. Et puis tout est organisé, tu peux pas, il n'y a rien d'imprévu. Or que la vie, les enfants jouent, les enfants jouent. Les enfants jouent dans le jardin, le voisin vient se plaindre parce qu'il entend des enfants qui jouent, qui crient un peu. Ah bon? Et non, mais j'ai suivi ma soeur, je discutais avec ma soeur et elle me disait, je ne supporte plus le coq de la voisine. Bon, mais ici, moi, j'ai 20 coqs qui chantent tous les jours. Mais bon, ça ne me gêne absolument pas. Ils sont là comme moi, je suis là. C'est tout. Elle ne supportait plus le coq de la voisine. Oui, oui, mais n'importe qui, c'est pas. Oui, quand tu. Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qu'on a mis dans la tête des gens, mais les poules faisaient toujours partie de l'environnement d'une maison. Normalement, il y avait toujours des poules. On a des animaux qui vivent avec nous. Et bon, voilà, le chien qui aboie, le coq qui chante, je ne sais pas. Oui. Bon, non. Ici. Justement, je serais aussi ravi, ça c'est un autre thème d'une émission que nous ferons sur la notion de liberté, parce que je partage ton sentiment, j'ai toujours dit ça, que pour moi, il y a un problème d'organisation. Il ne faut pas confondre les questions politiques, je vais dire, qui sont d'ordre d'équilibre de pouvoir dans un pays et la notion de liberté, même au sens philosophique, parce que pour moi, je pense aussi qu'il n'existe plus de liberté en Afrique qu'en Amérique, qu'on dit être des pays libres. Ça, c'est une autre question qui n'a pas la question de la... On dit en Banganté, personne n'est le dieu de quelqu'un d'autre. Hein? Personne n'est le dieu de quelqu'un d'autre. Or, ou dans tellement de pays, tout est organisé par d'autres. Excusez-moi. Tout est organisé par d'autres hommes. Je pense qu'on commence à avoir quelques problèmes de connexion. On a eu beaucoup de chance jusqu'à là. On continue, je t'écoute. Oui, je disais que, je ne sais pas où ça s'est arrêté, ce que je disais. Je disais que personne... Oui, que tout est organisé par les autres hommes. Oui. Tu disais que généralement, tout est organisé par les autres pour nous. Et nous devons nous contenter de subir. Oui, d'obéir. D'obéir, c'est plus... D'obéir. Oui, on est forcé d'obéir. Et si tu n'obéis pas, tu comparais devant un tribunal. Or que qui juge quelqu'un d'autre? Oh, man, laptou. C'ada bangongo fa wan c'adula. Ah? Amagidi. Amagidi te. Ah, bunetalo.
Anga, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Ah, mais que dire? Ah, tu es là. Tout est organisé. C'est des lois humaines qui nous gouvernent. Donc, nous ne sommes plus à l'écoute de Dieu. Nous ne sommes plus à l'écoute de Dieu. Oui, puisque nous non, c'est justement pour ça que je veux bien comprendre. On n'est pas à l'écoute de Dieu. Nous ne sommes plus à l'écoute de Dieu. Comment ça? Pour une personne comme toi qui n'a pas, bien qu'étant fille de pasteur, tu n'es pas forcément une pratiquante chrétienne, je veux comprendre. C'est quoi on n'obéit plus à Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire? Que normalement, nous vivons dans un univers qui a ses propres lois. C'est l'univers qui a ses propres lois qui nous dépassent. Mais nous avons créé un univers parallèle avec des lois que des humains décident. Et il y a des gens de métier qu'on appelle des avocats, des juges, qui étudient ces lois et qui passent leur vie à étudier des lois que des hommes ont créées. Or que les lois sont naturelles. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de cela pour que la vie sociale, la vie collective, la vie communautaire soit possible? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de réglementer justement pour que la vie soit possible? Non, mais on ne peut plus. C'est tellement, tellement organisé. Bon, tu vois, par exemple, quand je roule sur une piste avec ma voiture qui est en mauvais état, tout ça, ce que je demande à la voiture, c'est de m'amener quelque part, c'est tout. Mais quand tu prends la voiture en France, tu as tellement de codes de loi. Le code de la route, enfin, c'est tellement, tellement organisé que tu es obligé de te plier à ces lois. Oui, c'est tellement organisé. Tu es obligé de. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, quand on prend l'exemple de la voiture, que tu évoques, je discutais avec une personne dernièrement, on constatait, on disait, et ce qui est une réalité, qu'on complique, on ne complexifie même pas, on complique vraiment des choses. Par exemple, le permis de conduire, c'est tellement difficile en Occident d'obtenir un permis de conduire parce que c'est une mafia derrière. Il y a un réseau, il y a un lobby des moniteurs, en fait, des propriétaires d'auto-écoles parce qu'ils veulent se faire de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne permet même plus à quelqu'un de conduire, d'apprendre à conduire. On en arrive à décourager des gens et à donner l'impression que les gens ne peuvent pas conduire et ne savent pas conduire. On réduit même leur potentiel. On arrive à jouer sur l'estime de soi des gens parce que on donne l'impression que ce sont les gens qui ne peuvent pas obtenir un permis de conduire, alors que non, c'est juste une organisation régie par des gens qui veulent gagner de l'argent, qui ne veulent pas libéraliser le permis de conduire. Bon, c'est ça, je te dis, c'est trop organisé, c'est trop, il y a trop de circuits mafieux, on ne sait plus où est la vérité. Or, quand tu es dans la nature, tu vas connaître les lois de la nature, c'est tout, c'est simple et tu les connais directement. Et c'est à toi de composer. Tu n'as pas juste à obéir à ces lois. Si tu les enfreins, ça te retrouve. Bon, je n'ai pas d'exemple sous la main, mais pour moi, je ne pourrais vraiment pas vivre en France parce que c'est trop organisé. Donc, définitivement, tu réponds à Julie Lu que bon, je vous fais cadeau de la France, je ne veux plus vivre en France. Oui, je vous fais cadeau de la France. Oui. Malade, bon, alors moi, je riais parce que je vais vous le dire, je vais vous le confier en sa présence, puisque je la connais un peu par ailleurs. C'est souvent une bataille pour qu'elle accepte de venir même pour quelques jours en France. Même pour quelques jours.
Elle, c'est presque un sacrifice pour elle d'accepter. Elle ne veut pas. Elle ne veut même pas, même pour quelques semaines, elle ne veut pas venir en France. Donc, Non, et souvent, quand elle est là, elle est pressée de repartir. il faut qu'il y ait une obligation pour que j'aille en France, qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Bon, j'y suis allée pour des conférences ou j'y suis allée pour des émissions de télé et j'y suis allée pour des maladies. Mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Aller juste me promener, ça ne m'est pas arrivé, non. Jamais. Tu ne veux pas visiter la Tour Eiffel, toi? Ah, j'y suis déjà allée. J'y suis allée quand j'étais en France. Ça, et ça te donne pas envie de découvrir, de manger au restaurant, au dernier étage de la Tour Eiffel, par exemple, profiter de Paris? Non. Si je suis en France, j'aime bien partager un repas avec des amis, mais pas aller au restaurant. Ça, le restaurant, je m'en fous. Mais si c'est celui de la Tour Eiffel, au dernier étage de la Tour Eiffel, vue panoramique sur Paris, c'est quand même tentant, non? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu trouves de beau à Paris? C'est un amas de cailloux. Ce que je trouve de beau, pardon? Ouais. J'ai dit Paris, c'est un amas de Tu demandes? pierres. Mais la vie y est impossible. Ah bon? C'est comme Ouais, ça, tu je ne pourrais penses? pas vivre à Paris. Paris, Non, je ne pourrais Paris, pas. c'est quand même les Mais tu vois, Champs-Élysées, c'est la ville lumière. là, tu me donnes des clichés, mais ces clichés ne signifient rien, absolument rien. C'est des clichés qu'on a mis comme ça, mais ça ne représente rien. Donc, tu es là-bas, tu vis là-bas parce que tu as C'est la une lumière de provocation, Paris Charles. qui t'éblouit. Hein? Qu'est-ce que tu as Alors, dit? pardon? Non, j'ai pas bien compris. J'ai pas compris. Oui, non plus, j'ai pas compris la dernière chose que tu as dit. Non, j'étais en train de lire quelqu'un, Charles, qui écrit, mon frère, comment tu peux demander à une maman qui a grandi en France d'envier Paris? Elle y est née et grandie, je pense. C'est l'occasion de dire Non, à Charles que pas véritablement, pas vraiment. non, je suis née à Douala. J'ai grandi à Banganté jusqu'à 13 ans. Et c'est à 13 ans que je suis allée en France et j'ai passé 18 ans. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants et j'ai divorcé et je suis revenue au Cameroun. Voilà. Donc, j'ai passé beaucoup D'accord. plus de temps La suite, ils au auront la suite, Cameroun, 57 ans, tous les éléments. 58 ans, 58 ans au Cameroun et 18 ans en France. D'accord, 58 au Cameroun. En tout cas, je les invite à être attentifs quand paraîtra ta biographie bientôt. Ils comprendront tout ça. Justement, tu me tends la perche. Quand tu es arrivé en France, petite fille, tu avais 13 ans, comment ça s'est passé? Et on m'a mis au lycée et le premier jour où j'étais au lycée, j'ai pris la fuite et je suis rentrée à la maison et j'ai dit je ne peux pas supporter tous ces blancs. Ah, ben, intéressant, Oui, intéressant. donc Mais vous voyez la j'invite couleur de encore, ma peau. attends, je vais le redire à nos amis qui nous écoutent en ligne là. Elle me raconte, elle est en train de nous dire que quand elle est arrivée en France à 13 ans, on l'a mise au lycée, elle a fui le lycée en disant, je ne peux pas supporter tous ces blancs, il y a trop de blancs pour moi. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Parce que j'étais toujours avec des noirs. J'avais toujours été avec des noirs. Et c'est comme ça. D'ailleurs, quand j'étais à Banganté,
je rêvais d'avoir la peau noire pour être comme les autres. Ah oui. Oui, oui. Donc, parce que j'ai grandi comme ça. J'ai grandi vraiment à Banganté. Et c'est pour ça Mais d'ailleurs que pendant que tu étais à Banganté, tu... j'ai appris le Banganté Oui, parce qu'à l'époque, les enfants ne parlaient pas le français, donc j'étais obligée d'apprendre le Banganté pour avoir des amis. oui. Pendant que tu es envié, on va revenir en France encore. Non, on reste un peu à Banganté avant de revenir en France là. Pendant que tu enviais ces petites filles, tu avais envie d'être noire pour être comme elles, tout simplement. J'imagine qu'il y avait des petites filles qui peut-être enviaient, voulaient être blanches. Non, non. Ah non, 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 parce que parmi les tes amis, il n'y Blancs qui avait pas. vivaient à Banganté, les Blancs qui vivaient à Banganté à l'époque, leurs enfants, Oui, moi j'étais toujours du côté des Noirs et on les regardait de loin d'accord. et on disait regarde comment ils font les Blancs. Et j'étais la première à le dire. C'était leur comportement qui nous Ah faisait oui. rire et le fait qu'on ne s'entendait pas, tu vois. Et donc moi j'étais avec mes copines noires et puis on riait des Blancs. Et il n'y avait aucune de mes camarades ne rêvait d'être blanche. Non, pas du tout. On était tellement bien, tellement D'accord. En heureuse de fait, tout ce qu'on faisait qu'on n'avait rien à envier à qui que ce soit. En fait, c'est très intéressant, ces anecdotes-là, nous les mettrons dans le livre, hein. Moi, je trouve ça très riche parce que rien que ces petites anecdotes, c'est parce que nous n'allons pas refaire le monde, mais c'est-à-dire que nous allons essayer à travers sa trajectoire de raconter la vie de la façon la plus simple, effectivement. C'est le projet de biographie que je fais avec elle. C'est parce que c'est des scènes qui parlent plus que des très longs discours même de sociologie ou d'anthropologie, c'est que tu te retrouves avec, tu es à Banganté, tu es petite fille, et avec ta bande de copines, de gamines, vous vous moquez des blancs tous ensemble. Tu dis, regarde-moi comment ces blancs-là, ils se comportent. Oui, oui. Par exemple, il y avait des missionnaires qui vivaient avec nous à Banganté et ils avaient des grosses Oui, chaussures pour ne pas toucher la terre. Et non seulement ça, ils avaient construit une grande barrière en mettant plein d'âbles dans cette barrière. Et les enfants, quand ils sortaient de chez eux, n'entraient que dans cette barrière et n'étaient pas en contact avec la terre. Ils étaient sur du sable pour ne pas se salir. Et nous, on les regarde comme des animaux en cage. On disait, mais comment ils peuvent vivre comme ça? Enfin, tu vois, on était. Et tout ça, c'est parce que les parents avaient peur qu'ils attrapent des maladies. Or, dans le même temps, moi qui étais blanche, je vivais nu-pied, à moitié nue. Je courais, je me lavais dans les marigots, je buvais même l'eau du marigot et il ne m'est jamais rien arrivé. c'est comme vous dites que les peurs sont plus dans nos têtes Ouais, qu'à l'extérieur. ouais, ouais, ouais. Quand tu es tranquille, ta vie roule. Quand tu es tranquille, ta vie est, Ta vie roule. Ça prend le courant de la vie, le courant de ta vie l'univers. roule, oui. Ouais, ouais. D'accord. Bon, avant de revenir en France, il y a Julie qui est curieuse. Elle veut savoir si tu vois encore tes copines, tes anciennes copines d'enfance. Euh, Maintenant, non, parce que j'en ai retrouvé quand je suis revenue, mais elles sont mortes, celles que j'ai retrouvées. D'accord, Et il y en a d'autres, mais qui vivent dans les grandes villes, mais beaucoup sont mortes, beaucoup. d'accord. Mais celles que Et je donc, vois, je reviens un celles peu avec qui, celles avec qui je partage beaucoup et que je vois tout le temps, ce sont mes coépouses. D'accord, oui, parce que oui, c'est le vécu le plus récent. Vous êtes devenus amis, en effet. Oui, oui.
Et j'étais en train revenons en France un petit peu. Justement, tu arrives en France, tu as 13 ans, donc tu vas au lycée, tu es supporté par cette foule blanche. Et comment tu réagis? Comment tu fais donc? Bien, je suis devenue très timide et très renfermée sur moi-même parce que j'étais tellement différente des autres et leur comportement était tellement différent. Et puis c'était tous ces enfants, quand on les voyait arriver à Banganté, j'en riais. Et maintenant, c'était eux qui me dominaient. Moi, j'étais seule. Eux étaient nombreux avec leur comportement et leur façon de voir la vie et qui ne me convenaient pas. Et donc, j'étais vraiment en minorité. Donc, je me suis un peu refermée sur moi-même et je regardais beaucoup. Mais je n'étais. Il m'a fallu du temps pour redevenir sûre de moi et pour, euh, pour ne pas me sentir inférieure finalement. Je ressentais un peu le complexe que le noir peut ressentir par rapport au blanc qui se croit supérieur, tu vois, j'avais le même sentiment tout en ayant la couleur de peau Oui. blanche. Avant de poursuivre toujours en France, je vais répondre rapidement, va répondre rapidement à la question de Warren Smith Barga, qui veut savoir quel était tu étais quel numéro dans les femmes, la quantième. Quand je suis Il y arrivée avait à combien de femmes, Chelsea, tes j'étais amis, la tes coéquipiers? 26e. Tu étais la 26e. Après, il y en avait d'autres? Oui, il y en a eu plein après moi. Oui, Ah, d'accord. oui, oui. Donc, je reviens donc à notre scène en France. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que tu arrives en France à 13 ans. Tu es surprise, tu es déranté, gêné d'avoir autant de blancs. Une personne comme toi qui est plutôt très à l'aise, qui discute facilement, qui va vers les gens. Tu te retrouves à être timide, tu te retrouves à être intimidé par ces gens et, tu te sens tu te sens, je crois que c'est ce que j'ai compris. À un moment donné, tu cultives presque un complexe d'infériorité face à ces blancs. Oui, oui. Surtout qu'ils savaient tout et moi, je n'avais pas les de cette vie. Donc, tout le monde savait tout mieux que moi. Donc, je n'étais pas du tout à l'aise. Il m'a fallu du temps. Bon, et après, oui, quand, quand, quand je suis arrivée en seconde, là, là, je savais, je connaissais tous les codes. C'est pas difficile, hein, ça s'apprend. C'est plus en nous, tu vois, d'être bien en France. Ce n'est pas tellement ta personnalité, c'est juste tout ce que tu as appris. Plus tu en sais et plus tu en imposes. Donc, euh, quand j'ai commencé à connaître tout, bon ben, ça va. J'ai pris de l'assurance et à la fois, ça m'a Ah, fait. donc tu es en train de m'expliquer. Est-ce que tu es en train de me faire comprendre que la clé pour avoir de l'assurance en situation de confrontation, qui peut être une confrontation interculturelle, en présence de ce choc des différences, la clé, c'est la compréhension des codes, c'est la connaissance, c'est l'éducation Pour le encore, monde, c'est comprendre. pour le monde occidental, ça s'apprend. Oui, Je pense oui. que pour les sociétés traditionnelles, si tu étais transposé d'une société, je parle dans le temps quand il n'y avait pas quand le modernisme n'avait pas pris le monde entier, je pense que quand tu passais d'une société traditionnelle à une autre, il te fallait simplement beaucoup de patience, de compréhension, d'être attentif. Ça te demandait un effort sur toi-même pour t'intégrer dans une société qui n'est Mm pas la tienne. Mais en Europe, -hmm. tu n'as qu'à apprendre. C'est un monde artificiel que les hommes ont créé. Donc, il faut que tu apprennes les codes, c'est tout. Tu ne peux pas les inventer. Tu peux pas pénétrer en toi-même pour trouver la solution. Il suffit que tu apprennes en Occident.
Oui. Mhm. Mais dans une société traditionnelle, tu dois faire un effort sur toi-même pour, pour t'imprégner de tout ce qui t'entoure. Mm. Mais j'en profite pour répondre à nos amis qui sont en ligne, ils posent beaucoup de questions, comment leur rencontrer le chef, comment. Moi, on va pas, on va pas répondre à toutes ces questions auxquelles on a souvent l'habitude de répondre. Ou bien, de toute façon, vous aurez ça dans le livre que nous préparons, tous ces petits détails, tout ça. Restez juste branchés, tout ça. Comment ses parents ont réagi, tout ça, qui étaient ses parents. C'est le projet de biographie sur lequel je travaille et toutes ces petites choses que, voilà, comment ça s'est passé, tout le processus, la transformation personnelle, voilà, le rapport aux autres, tout ça, vous aurez tous ces détails-là. Mais ce que je voulais comprendre, aussi dire, c'est que tu me dis, dans la société occidentale, quand tu étais chez les Blancs, tu penses qu'il fallait acquérir des codes par le savoir, mais dans la société traditionnelle, je vais dire dans la société africaine, c'est vrai que personnellement, j'aime pas beaucoup appeler société traditionnelle parce que c'est une tradition, la société européenne est aussi une société traditionnelle. Non, C'est-à-dire que pas du c'est tout. la tradition, c'est Non, les non, la enfants. société Pourquoi? en Occident actuellement, c'est une société industrielle, ce n'est pas une société traditionnelle. Toute la tradition européenne C'est a été quoi? abandonnée. Elle n'existe plus. Il y a quelle tradition en France? Oui, Rien. Il n'y a plus, la tradition n'existe oui. pas. Ce n'est pas une tradition occidentale. C'est la civilisation occidentale, c'est l'industrialisation. Bon, il y a un passé historique, mais c'est des histoires, enfin le passé historique, c'est les conquêtes d'un pays, les guerres, les machins, bon, mais ça n'a rien à voir. Une société traditionnelle vit en osmose avec la nature qui l'entoure. Et les traditions sont là pour nous guider, pour mieux nous intégrer dans cette nature qui nous nourrit. Mais l'Europe n'est pas une tradition. C'est une société industrielle, maintenant capitaliste. C'est ce que tu dis. C'est Mais pas les autres pensent qu'il y a une tradition européenne. D'ailleurs, c'est au nom de cette tradition européenne qu'ils rejettent les autres, qu'ils rejettent ceux qui ne sont pas comme eux. ça, c'est des simples égoïsmes, égocentrisme, complexe de supériorité. Ça peut pas être une tradition. Ça, ce n'est pas une tradition. Ça, c'est une déviation. Toute la tradition originelle des Celtes ou pas du tout ça. Mais est-ce qu'elle existe? Elle n'existe plus. Des Vikings. Bon, les Vikings, c'était encore une autre tradition. Oui. Moi j'aime beaucoup les Celtes. Voilà. Ils sont très près de la tradition africaine. Ah, t'aimes beaucoup les Celtes? Ouais, ils vivent au contact de la nature. J'aime beaucoup les Celtes. On a notre amie Christiane qui est d'Irlande, qui doit bien être contente d'entendre parler des Celtes. Ouais, Christiane Pao, qui est en ligne. Actuellement, l'Occident n'a pas de tradition. Ça, c'est n'importe quoi. Le capitalisme, l'industrialisation, tout ça demande justement de développer des sentiments tels que l'égocentrisme, le jugement, tout ça. Mais ce n'est pas des sentiments humains, ça. La vraie tradition, c'est quelque chose qui est humain et qui nous fait comprendre le monde qui nous entoure et qui développe des sentiments d'amour vis-à-vis de tout. Ça, c'est la tradition, mais en Occident, ce n'est pas une tradition. C'est un mode de vie qu'on a créé complètement artificiel. D'accord. Je rappelle à nos amis que nous nous acheminons un peu vers la fin parce que nous aurons l'occasion de refaire cette émission le mois prochain probablement. Et nous avons l'habitude de discuter avec la Reine Blanche, ce n'est pas inédit. Donc, de temps en temps, nous prenons le temps
profiter de ce partage de connaissances. Et qu'est-ce que je voudrais simplement dire? Effectivement, vous avez beaucoup de questions, mais des questions qui touchent certaines choses qui existent déjà dans des livres. Hein. Vous pouvez le lire parce que je ne peux pas à chaque émission lui poser la question. Moi, j'aime bien. J'ai Barga, Warren Smith Barga, qui m'explique que Nana Ketchatou watise plus que notre blanche. Et justement, comment? J'ai pas compris ce qu'il dit. À un moment, tu me quatre lancho. À un moment, tu me quatre lancho. Hein? Non. Maman me quatre qui? Pourquoi tu dis ça? Dans ta façon de vivre, de parler, le français. Hey, kachabam, parce que yam chubla, maman zida ben chubla, kachabam parce que kachabam, maman chubla alan ou a men chubmagi, a men chubla magi. Non, kachabam. Mais ce que je voulais dire, en tout cas, de mon point, je trouve que c'est intéressant. Mbeki dia? Yun chubla. Mbeki dinte? Mà yun chubla, zo nung chubla. Nung đàn bồ ngân sọ mà bồ cứ bây giờ chụp đã bà yun ça dépend parce que nung cứ pas message vocal chụp mơ wa chụp pa bán khu nung mơ cứ đàn quả nó chụp wa chụp à cái khung gì mấy ajoute một message vocal voilà. Ah oui, sur le forum. Ça, c'est dans le forum 57. Là, tu es en train de vendre mes secrets comme ça. Alors, oui, non, ça, c'est... Il n'y a pas de problème. Alors, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, ce qu'il dit, c'est probablement juste, mais ça illustre justement ce que tu as aussi dit, c'est qu'on est le produit aussi d'un environnement, d'une façon d'être. Mais ça ne se résume pas. On ne peut pas résumer quelqu'un à sa façon de parler comme ma façon. C'est-à-dire que mon rapport avec le terroir, mon rapport avec le village ne peut pas être analysé juste à travers ma manière de manipuler la langue française. Bon, je sais que, bon, je mélange. Oui, mon père, il était enseignant, il parlait un peu plus français. Dans la pensée coloniale, ça faisait bien de parler français. Mais au final, parce que je suis de votre mot, donc là, je ne vais pas m'auto-flageller. Ah, il a match au cause du amda, tu vois. Bon, je revenais. En tout cas, je suis habitué. C'est pas grave. Quand c'est comme ça, quand je lui pose des questions à la fin, c'est moi qui prends des coups, mais c'est pas grave, je suis habitué un petit peu déjà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Julie, tout à l'heure, disait que quand elle lit tes livres, et, et, je voulais d'abord expliquer aux uns et aux autres que justement la question de savoir, parce que quelqu'un redemande, j'ai appris qu'elle était mariée à un chef traditionnel, si nous passons l'émission à répondre à toutes ces questions auxquelles nous avons déjà répondu, nous passerons tout le temps. Mais aussi, l'idée pour nous, c'est d'aller au-delà de ces aspects anecdotiques, de comprendre la pensée de la Reine Blanche, sa façon, son rapport avec le réel, de partager avec elle notre façon aussi à nous de penser et de comprendre la sienne. Voilà. Et tous les détails, vous avez effectivement dans les livres qu'elle a déjà écrits, et dans les livres écrits, et puis dans ceux qui sont aussi à venir. Et Julie me disait, je faisais une transition parce que Julie lui écrit que quand elle lit tes livres, elle les lit avec un mouchoir. J'imagine que c'est pas parce qu'elle est enrhumée. Et c'est parce que probablement elle y trouve une pointe de nostalgie, une pointe de quelque chose, peut-être qu'elle ne peut plus maîtriser et qu'elle te voit révéler, et peut-être qu'il l'emmène dans cet ailleurs où elle voudrait être et elle coule des larmes, j'imagine.
N'est-ce pas, Julie? Oui. Donc, tu poses la question à Julie ou c'est à moi que tu poses une question? Non, c'est à toi, c'est à toi. De toute Bon, façon, Julie n'est alors, pas là, mais je veux simplement que si jamais j'ai mal dit, qu'elle le dise, qu'elle corrige. euh, Oui. il y a une jeune fille qui m'a connue, enfin une jeune femme, qui m'a connue quand j'étais professeure au lycée et elle était une petite fille à Banganté. Et puis elle m'a mis un message sur Oui. WhatsApp, elle a eu mon numéro, je ne sais pas comment, et elle se présente et tout, et moi je lui réponds et je lui donne des nouvelles d'ici et je lui dis nous sommes en train de récolter les arachides, les maïs sont déjà prêts, les prunes, les Oui. mangues sont finies mais les prunes sont déjà là. Donc je lui donne des nouvelles comme ça et elle m'a répondu qu'elle était émue jusqu'aux larmes et que ça lui donnait l'envie non pas de venir me voir mais d'aller vivre auprès des ancêtres. Donc, il y a quelque chose en nous qui fait que nous vibrons au rythme de la nature. Or, quand on vit en ville, on ne vit plus au rythme de la nature. Or, notre corps a besoin de ça. Et toute personne qui vit au contact de la nature fait toujours vibrer quelque chose euh, au cœur des personnes qui lisent qui lisent des détails ou qui se replongent dans de, quelque chose qui est très loin d'eux. Justement, cette chose qui est loin, lorsque toi tu es arrivé en France à 13 ans, quand tu as fait le lycée, tu es resté vivre en France, ça ne te manquait pas cette Afrique-là? Tu ne vivais pas un petit peu ce que peuvent vivre les immigrés qui vivent loin de leur terre? Non, alors d'abord, on en revient à la couleur de la peau. À partir du moment où je Oui, connaissais tous les codes pour vivre en Occident, étant blanche, personne ne pouvait imaginer que je venais d'ailleurs. Et j'ai tellement fait oui. l'effort d'être comme tout le monde que jamais personne ne pouvait imaginer que j'avais vécu ailleurs. Mais c'est quand je suis arrivée à l'agrégation que quelque chose s'est bloqué et j'ai tout foutu en l'air. Et je n'ai pas foutu en l'air pour revenir au Cameroun, mais j'ai tout foutu en l'air et puis des coïncidences ont fait que j'ai retrouvé le chemin du Cameroun. Et là, je suis redevenue moi-même. Mais je te dis, l'Occident, il suffit d'en apprendre les codes. Hein. Bon, alors, moi, j'ai la couleur de peau blanche, donc c'était plus facile de passer inaperçu. Mais tout était en Oui. moi. Et à partir du moment où j'ai arrêté de jouer un rôle que j'avais appris, là, je suis redevenue Hmm. moi-même. Est-ce que pendant que tu jouais ce rôle, pendant que tu essayais d'intégrer les codes de la société occidentale, de trouver ta place, est-ce qu'au fond de toi, il n'y avait pas une pointe d'amertume, hein? Est-ce qu'il n'y avait pas un manque? Non, le manque, Ou alors, cet objectif important qui était la réussite te voilà, faisait te sublimer, dépasser même je tous t'ai ces... dit, le manque, c'était jusque vers la seconde. La seconde où, Oui, oui, donc je à comprends partir bien que de là, pendant j'avais toute une assimilé période, les tu n'as pas codes ressenti. et je pouvais à nouveau maîtriser ma vie au milieu des autres. Donc là, en quelque sorte, je retrouvais une identité, je me retrouvais un peu moi-même et je maîtrisais ce qui m'entoure. Tant que je n'avais pas maîtrisé Mm, et que mon cœur était toujours ailleurs, je n'étais pas à l'aise mm, et là, je souffrais. Mais à partir du moment où j'ai maîtrisé d'accord. et que, connaissant tous les codes, la vie devenait facile, euh, bon, Oui. vraiment, j'étais comme les autres. Mais à un moment donné, ça s'est bloqué. Au moment, l'agrégation, c'est un concours. Et à partir du moment où tu passes ce concours, tu dois 10 ans à l'État français. Et Mhm. j'étais de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure que je m'approchais, alors que
je l'avais vraiment préparé, que je m'entendais avec mes profs, qu'ils m'avaient ouvert toute leur bibliothèque, que je voulais être prof d'université. Mais donc, tu vois, tout devenait facile et je fonçais, je fonçais. Et tout en moi, il y a eu une sonnette d'alarme. Je traduis juste pour nos amis. Je traduis juste pour nos amis le proverbe, puisque c'est moi qui suis français et que toi tu es bangantais, je Ouais. me fais le traducteur. Comme je ne connais pas parler bangantais, j'entends au moins. Donc elle a dit que lorsque vous vous trompez de chemin, le pied, je traduis littéralement, le pied chauffe par terre, donc on sent le pied brûler. Quand on boubou, 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 van, zamba, quoi, tunsi, c'est ça, Ouais. c'est ce qu'elle disait. Et donc, ça allait vite. Donc en Tout fait, en ce moment-là, enclenché et oui. tout. Et c'est Oui. moi qui ai tout bloqué. J'ai dit, mais je vais où? Donc, il y avait au fond de moi quelque chose qui a sonné une sonnette d'alarme. En fait, quand je t'entends parler, en fait, ça me fait aussi un écho avec certaines trajectoires d'immigrés qui, lorsqu'ils arrivent dans les pays étrangers, dans les pays occidentaux ou même d'Afrique, qu'importe, quand ils quittent leur terroir, dans un premier temps, ils sont tellement obnubilés par le désir de réussir, ils sont tellement pris par le besoin de, par exemple, se former ou bien de trouver un emploi, que tout va presque bien, je vais dire, dans la tête. Et justement, lorsqu'ils ont une forme de tranquillité, lorsqu'on a un emploi, lorsqu'on a ce qu'il faut, et maintenant démarre une nouvelle souffrance, un nouveau désir, en fait. Et en fait, ça me fait, je fais le parallèle avec ce qui peut être, avec ce qui peut être la vie des autres immigrés, quoi. Oui, alors, c'est pas qu'il apparaît un Ils nouveau viennent, désir, mais on a il tellement arrive. besoin de gagner de l'argent. On Pardon? s'aperçoit que l'argent ne procure pas ce à quoi vraiment on aspire. Et donc, plus qu'un nouveau désir, C'est c'est un ça. manque que ça fait apparaître. Une fois qu'on a réussi, on se dit, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Ouais. Bon. En tout cas, c'est tout à fait intéressant. On pourrait continuer très longtemps, mais je préfère qu'on conclue là. On va se retrouver très prochainement encore pour poursuivre cette conversation parce que je rappelle à nos amis que c'est la saison c'est la saison du nettoyage. Vous nettoyez le champ en ce moment et voilà, donc tu travailles beaucoup. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande, y a-t-il un protocole pour aller voir la Reine Blanche ou on peut simplement aller la voir? Le protocole, c'est de te décider. Elle est là, elle va te le dire. C'est toi-même le protocole. Le protocole, c'est juste de trouver la route. Voilà. Alors, on arrive à Banganté, puis on dit pour Voilà. aller chez Tushunmekat, c'est vers où? Et Voilà. Tushun Mekat, Tushun la Blanche. tous les motos-taximans savent venir chez moi. Donc, si on est en moto, si on a besoin d'un guide, un mototaximan peut guider. Sinon, c'est ouvert. Si on arrive, les maisons sont même jamais fermées. Et si je ne suis pas là, c'est que je suis au champ. Voilà. Donc, on m'appelle. Voilà. Donc, c'est pour dire que vous allez quand vous voulez. Tushun, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis bien longtemps. Elle est toujours assez accueillante, toujours très accueillante depuis bien longtemps. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, vous allez quand vous voulez, qui vous êtes bienvenue chez elle. Hein. Vous suivez le dernier poteau. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le dernier poteau. Autrefois, c'était le dernier poteau. Il y a un poteau après toi. C'est toujours le dernier poteau. Ah, toi, c'est toujours le dernier poteau? Ouais. On suit la ligne électrique. Voilà. Et à un moment donné, il y a un embranchement, mais il faut aller tout droit. Et on arrive jusqu'au dernier poteau. D'accord. Très bien.
Les dates, s'il vous plaît. Non, j'ai pas des dates. Avec deux, on essaye chaque fois qu'elle a un peu de temps, on fait un entretien comme ça. On n'a pas des dates précisément. Mais bon, je vais essayer peut-être une fois par mois, si c'est possible, de qu'on s'entretienne comme ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas être long pour qu'elle soit pas très fatiguée. Et on va se retrouver très prochainement. On était ravis de vous avoir en ligne. Le prochain rendez-vous, c'est bientôt, le mois prochain. On va lui laisser le temps de travailler et puis de se reposer. Bon, c'est... Et on se reverra très bientôt. Si ça vous intéresse, vous restez abonné à ma page. C'est pas, genre, les amis, je vais pas. Vous restez abonné comme ça. Si j'ai un programme en cours, vous le saurez. C'est la seule façon. Et j'en profite pour rappeler aux gens que bientôt, moi, je mettrai de YouTube. Simplement, je ferai mes émissions en direct de YouTube. Merci à tous ceux qui étaient là avec nous. Nous nous retrouvons probablement avec notre Meditation 4 le mois prochain. Et je vous rappelle que je suis en train de travailler sur un projet biographique qui me passionne absolument, de la Reine Blanche qui est là. C'est une personne que je connais depuis longtemps, mais j'ai l'impression de la découvrir à chaque fois que je relis. C'est ce qui, pour ma part, m'excite dans les discussions avec elle. Il y a toujours de la nouveauté, alors qu'on a déjà parlé des tonnes de fois. Je l'ai connue, j'étais petit, j'étais un adolescent au lycée et j'étais fasciné, comme beaucoup des autres adolescents, devant cette blanche qui était gentille. Parce que les blancs, généralement, sont condescendants et distants. Et elle acceptait de nous prendre derrière sa voiture blanche. On grimpait dans sa voiture jusqu'à craquer. Elle descendait, au lieu de nous engueuler, on avait des profs au lycée, dès que tu touchais juste leur voiture, tu effleurais par terre. Moi, je me souviens d'une fille qui a été bastonnée parce qu'elle s'est adossée sur la voiture d'un professeur, c'était ma camarade de classe, je vois très bien qui c'est encore. Et on grimpait au point où la voiture n'arrivait même plus à avancer. Elle descendait, elle disait, ah bon, moi, ça m'a bunché ça, ma binaka ça, ma toi que menente. Ah bon, elle ne nous engueulait même pas. Elle nous suppliait presque de descendre d'une voix tranquille, gentille. Ah bien, et donc, c'était, pour nous petits, c'est d'abord un prof qui accepte de prendre en covoiturage des élèves. C'est inouï, quoi. Ça se faisait pas. En plus, elle était la blanche et qui nous acceptait. Nous, on connaissait que d'après le schéma colonial, que des blancs condescendants. Voilà, un peu, donc ça fait depuis bien longtemps. Et c'est la même reine blanche, toujours aussi accueillante depuis que je suis petit garçon. Et c'est pour dire que, comme elle vous l'a dit, hein, vous partez quand vous voulez, vous êtes chez vous quand vous êtes chez elle. On est atterri. Ah, Maulu Komatsu, c'est tout. Voilà. Donc, un dernier mot pour leur dire au revoir si tu veux, hein. Puis bien, on s'arrêter là parce que sinon on peut parler très longtemps. Ah, Mali da yuva mendop da yuva. Ba pusu papu bum dala. Anda puten yunam ka yuva. Kabuyam no. Ah, c'est comme ça, bonne Dieu là. Je traduis parce que c'est moi qui parle français et qu'elle est à Banganté. Elle m'a dit que je savais parler le Banganté, mais donc je traduis. Elle parle dans sa langue, je parle dans la mienne. Elle dit qu'elle vous remercie d'avoir été là tous et que la seule chose qui l'embête, c'est que vous la voyez, mais elle ne vous voit pas. Et je vais vous dire qu'effectivement, c'est parce elle aime la communication en présence. C'est-à-dire que justement, si vous allez chez elle, vous la verrez encore différemment parce qu'elle aime voir les gens à qui elle parle. Et c'est très important pour elle. Donc, Aïla. Aïe, aïe. Donc, merci. Une fois de plus, merci beaucoup. Et d'après ce que dit Alain, à la prochaine. Alors. À bientôt. On se prend rendez-vous là. On essaie de se revoir le mois prochain pour continuer notre discussion, si tu es d'accord. Oui, oui, moi, quand tu me fais signe, ça va. Très bien. Bon. Tu as de bon que me follow. Oh, babuchu.
Ah, Manu un jour. Allez, bonsoir chez vous. Merci d'avoir été avec nous. Nous étions en compagnie de la Reine Blanche. Nous étions en train de réfléchir sur l'identité en question. Et j'étais absolument ravi de passer ce moment avec elle. C'était un magnifique moment, aussi grâce à vous. Bonne soirée chez vous et à bientôt. Je m'appelle Nana Ketcha. Et pour ceux qui sont à Paris, dans le coin, n'hésitez pas. Moi, je fais des conférences en ce moment autour de mon livre Médias et intégration. J'aurais pu même dire médias et identité. Ça reprend un petit peu tous ces questionnements qui nous ont accompagnés dans la réflexion de ce soir. Et j'organise généralement des conférences musicales, comme je fais de la musique par ailleurs. Et que j'essaye de réfléchir aussi un petit peu de temps en temps au point de faire un livre. Donc j'en profite, je fais les deux, je fais tout ensemble. Donc pendant des soirées conviviales, nous faisons de la musique et nous réfléchissons en même temps, nous partageons la connaissance, un peu comme là. Bonsoir chez vous, bonsoir à Banganté, à très bientôt, n'est-ce pas? Et nous continuons les réponses en ligne. Bonsoir chez vous. À bientôt. Merci à la Reine Blanche. Alors, pour ceux qui nous regardent, lorsque nous avons fini, j'étais ravi de partager ce moment avec vous. Si vous avez envie de partager dans vos réseaux, abonnez-vous à ma page si ça vous intéresse aussi. Retrouvez-moi dans mes conférences. Invitez-moi aussi à discuter avec vous de ces sujets. Pensez à acheter mon livre. Voilà. Ça, c'est ma musique. C'est extrait de cet album. Banganté, c'est le numéro 4 de mon album. Ma chance, c'est toi. Bonsoir chez vous. Banganté. Olimasi Kilao Loco. Kilamsia Banganté. Marvin Gisèle Zoku. Rollen sur la piste, toujours en pole position. On se retrouve mercredi pour les abonnés, pour ma chronique habituelle du mercredi peut-être. Et dimanche prochain, on sera en compagnie d'un autre invité. Ce sera quelqu'un qui a traversé la mer pour aller en Europe. Ce sera intéressant. Il a fait le chemin inverse d'une certaine manière. Nous discuterons avec un beau ailleurs, comme on dit dans ce langage. On écoute la musique ou se séparer. Oui, un beau ailleurs, c'est ça. Bonsoir Christian, depuis l'Irlande. Amadou Tidiane, bonsoir depuis New York. Bonsoir tout le monde, à Banganté, à Douala, Liberté. Retrouvons-nous à Banganté, chez Rollen et moi. Garde là-bas, maman lardou là, garde chez nous, dans les collines. Viens avec moi dans la fraîcheur, dans la montagne où vit mon âme. Là-bas c'est Banganté, aujourd'hui. Et pour ceux qui seront là lundi à mon rendez-vous, vous êtes bienvenus. Nous avons un rendez-vous demain soir. Là c'est en live, on va faire de la musique live. On va débattre sur le transculturel, l'identité, avec des amis. On va boire, on va bouger un peu, réfléchir, chanter, jouer de la guitare. Merci Nat, Kanikako. Merci à tous, Jimmy Thierry. C'est gentil. Nous pouvons chacun de notre place essayer de faire que le monde soit meilleur. C'est ce que nous essayons de faire, à notre manière. Mon cœur
et à Banganté. Le jour où je ne vais pas être en forme, emmenez-moi là-bas. C'est parce que je suis né là-bas. Me parti de me chumbadio loco. Fidèle dans la zone et ta bambaro. Hey, vous me parquez ma baka de tantamba. Oui, mandu nangidi. Bunganga o menu podio. Banganté. Que mon corps m'abandonne, que mon cœur m'oublie. Oh, si jamais je t'oublie aujourd'hui. Merci encore à tous, à très bientôt. Restons connectés et scotchés, debout et